Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'opposition républicaine projette une marche pacifique le jeudi prochain afin d'exiger le règlement du contentieux électoral. Les opposants ont choisi pour point de départ le carrefour Tannery et l'esplanade du stade du 28 septembre comme point d'arrivée. Vous en saurez plus dans ce journal. La CNTG et l'USTG ont rencontré certains acteurs de la société civile ce vendredi. Ensemble, ils ont planché sur la marche verte qu'ils projettent mardi prochain. À l'instar du whisky, la boisson nationale polonaise a désormais son musée. Certaines associations de lutte contre l'alcoolisme haussent le ton. Je vous le disais à l'instant, l'opposition républicaine entend protester jeudi prochain pour exiger le règlement du contentieux électoral. Elle a fait savoir au cours d'une plénière ce vendredi au quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée. La marche devrait partir de la tannerie pour l'esplanade du stade du 28 septembre à Macky Sall. L'opposition entend de nouveau dénoncer ce qu'elle qualifie de mauvaise volonté du gouvernement de publier les vrais résultats des communales du 4 février. Cette annonce intervient juste après celle de la société civile qui vient en appui au mouvement syndical. Ce vendredi donc, au terme d'une plénière tenue au siège de l'UFDG à la Minière, le chef de file de l'opposition a annoncé à la presse qu'elle organisera prochainement une marche pacifique ici même à Conakry. Nous avons estimé qu'il y a là un manque de volonté politique d'aller de l'avant, même si on s'est réjoui de l'adoption de la loi sur la CENI, d'une part, et d'autre part, de l'acceptation finalement de notre revendication qui consistait à confier l'audit et l'assainissement du fichier à 3 institutions, en l'occurrence l'Union européenne, les Nations unies et l'OIF, au lieu d'une seule institution comme le souhaitait le président de la République. Donc nous avons décidé d'organiser une manifestation le jeudi prochain, pour, si d'ici là il n'y a aucun progrès dans le règlement du contentieux électoral et dans la libération de nos prisonniers, ainsi que dans la mise en place de l'assistance financière prévue pour les victimes des violences politiques. Les événements se sont multipliés durant l'année 2017. L'opposition réclame une enquête sérieuse. Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo affirme que l'opposition continue de faire l'objet de harcèlement judiciaire. Et puis il y a les recommandations formulées dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre du chef de file et du président de la République le 2 avril, qui demandait à l'Assemblée nationale d'adopter la loi sur la CENI avant la fin de la session des lois, d'auditer et d'assainir le fichier électoral avant les prochaines élections législatives, de mettre en place des assistances financières pour les victimes de répression sanglante de nos manifestations, ceux qui ont perdu des proches ou ceux qui ont été gravement blessés, ainsi que ceux dont les biens, dont les magasins et les boutiques avaient été pillés par les extrémistes du DRPG avec l'appui des forces de l'ordre. Les opposants conjuguent désormais le même verbe avec la société civile pour protester contre la vie chère en Guinée. Les syndicalistes, désormais unis avec les forces sociales de Guinée, marchent eux aussi mardi prochain. La marche dite verte, comme la marche pour la survie du mardi dernier, vise à contraindre le gouvernement à ramener le prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Les acteurs ont discuté ce vendredi de l'organisation de 7 journées de protestation à Conakry et à l'intérieur du pays. Djibril Ba et Alseni Kamara. Je pense que chacun de nous aujourd'hui est concerné et chacun de nous est déterminé à suivre ce mot d'ordre de grève jusqu'à l'aboutissement total de nos revendications. Une grève générale illimitée lundi prochain, une marche verte mardi sur toute l'étendue du territoire national. L'étau se resserre donc autour du gouvernement. La victoire ou la mort, nous vaincrons, a renchéri Louis-Mbemba Bassouma, secrétaire général de l'USTG. Mamadou Mansaré, président de la commission de négociation de l'intercentrale syndicale, a enfoncé le clou. Le peuple nous regarde. Moi, aujourd'hui, je cherche quelqu'un qui peut abréger mes souffrances. Oui!
Le pharaon a décidé et Moïse et Aaron seront là pour répondre. Dansa Kourouma, représentant des forces sociales, joint sa voix à celle du syndicat. On ne payera pas la facture de la mauvaise gouvernance à la place des gouvernants. Si le taux de croissance est à 8%, ça doit répercuter sur qui? Est-ce que c'est les 4x4 dans la circulation ou des belles maisons? Non! C'est le panier de la... L'inspecteur général du travail l'a appris à ses dépens en assistant à cette assemblée générale. Alia Kamara a été hué par les travailleurs en leur demandant de rejoindre la table de négociation. Amadou Diallo a très vite coupé court en martelant « Tant que les 8000 ne sont pas ramenés, pas de négociation ». Justement, ils étaient nombreux, ces acteurs de la société civile, à assister à cette rencontre organisée par la CNTG et l'USTG. Mais une fois encore, ils ont montré au grand jour leur désaccord, même si certains tentent de le nier. Ils sont au micro de Djibril Ba et de Alseni Kamara. Je ne suis pas ici en tant que PQ. Nous avons, par la grâce de la circonstance, réussi aujourd'hui à fédérer l'ensemble des organisations de la société civile et des citoyens au sein des forces sociales de Guinée. Cela ne veut pas dire qu'obligatoirement nous partageons mais qu'il y a une synergie d'action. S'il y avait une synergie d'action, on n'avait pas besoin de tout le monde pour parler, on n'avait pas besoin de créer plusieurs mouvements, on allait avoir un seul et unique mouvement qui devait effectivement fédérer tout le monde autour effectivement duquel on allait effectivement marcher, s'entendre. Mais vous avez constaté dans la salle que tel n'est pas forcément le cas. Vous savez, on dit que la diversité est une richesse, mais l'unité est une force d'action. Prenez en compte la diversité, le reste et tout le monde est mu pour qu'on arrive aux mêmes objectifs. Acceptez cette diversité, mais agissons pour qu'il y ait, comme je dis, unité dans l'action, c'est ça l'important. 4200 kg de faux lingots d'or, 37 boules de cocaïne d'une valeur de 570 grammes ont été saisies par l'Office central antidrogue. Les présumés auteurs de ces produits prohibés ont été présentés ce vendredi à la presse. Alseni Bari et Yacouba Traoré y étaient pour nous. Suivre. Des faux lingots d'or, de fausses poudres d'or, de faux diamants, voilà la première saisine de l'Office de l'antidrogue et du crime organisé. Elle a été faite à Conakry, dans les locaux des Nigérians qui commerçaient ces matières précieuses aux acheteurs étrangers. Même à vue d'œil, ce sont des fausses pierres, ce sont des quartz taillés. Et ça ne peut pas être des pierres. Si ce sont des pierres précieuses, c'est des millions de dollars ou des milliards de dollars qui sont devant vous. Sur ce présumé trafiquant, plusieurs passeports étrangers. Selon lui, il a fait 8 mois en Guinée, mais il est à son premier trafic. Il admet tout de même ne pas avoir de complices dans notre pays. Qu'il n'a aucun Guinéen avec qui travailler ici, qu'il est seul. Dans la seconde affaire, cet homme a été arrêté avec 570 grammes de cocaïne. C'est aussi un Nigérian. Il quittait Bamako pour le Libéria lorsqu'il a été interpellé à la frontière de Kourémalé. Arrivé à la frontière, après le cordon douanier, il doit avoir affaire maintenant à l'équipe de l'Office antidrogue, à la brigade antidrogue qui est basée à ce niveau, à travers son comportement, son attitude. Donc il a fait l'objet de ciblage. Il a été placé dans une salle de contrôle et à l'issue de la fouille, cette fois-ci il n'avait pas ingéré, mais cette fois-ci il les avait dans son slip. Il ne nie pas les faits. Cependant, les enquêteurs indiquent qu'il fait partie d'un réseau bien organisé. Yes, I recognize. Oui, qu'il reconnaît que les militaires l'ont pris avec ces boules de cocaïne. Now they want to know if you used to do these things. No. Il dit qu'il n'a jamais fait ce genre de trucs. Désormais, les yeux sont tournés vers la justice pour prouver s'ils sont coupables ou non.
Ouverture ce vendredi d'une rencontre de restitution sur le programme d'insertion socio-économique des populations vulnérables. Cette initiative, qui est appuyée par l'Union européenne, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. La deuxième phase donne déjà des résultats concluants, des groupements de jeunes financés, développement des activités génératrices de revenus. Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. C'est la deuxième phase d'un projet qui vise la réintégration socio-économique des populations vulnérables. Les bénéficiaires sont tous des chômeurs désespérés et souvent tentés par des pratiques de tous ordres. À ce niveau de réalisation, des activités dites d'inclusion avancent sûrement. C'est le constat de cet expert. Les organisations en milieu rural sont à mesure, n'est-ce pas, d'innover quelque chose et d'entreprendre une activité économique qui part, n'est-ce pas, d'une activité collective, c'est-à-dire qu'une action d'assainissement ou de réfection des travaux d'utilité publique peut engranger une organisation naissante qui entreprend une activité économique en vue de pouvoir satisfaire les besoins, n'est-ce pas, des membres constituant l'organisation. Les groupements s'appuient sur le financement de l'Union européenne pour réaliser des projets rentables. Moi, je revendais seulement la carte de recharge juste pour ne pas rester comme ça. Et quand le projet est venu pour les personnes vulnérables, Dieu merci, nous sommes retrouvés dedans. Et c'est ainsi qu'on a travaillé dans les caniveaux, on a fait l'assainissement. Après ça, maintenant, ils nous ont dit maintenant de nous constituer un groupe. Et c'est ce qu'on avait fait. Nous sommes au nombre de 20 personnes. Et le projet aussi a eu l'initiative maintenant de nous financer. Ce programme, qui est à sa phase pilote, veut contribuer à la lutte contre l'insécurité en Guinée. 3 communes, Matoto et Ratoma pour Conakry et Gekedo pour la région forestière, sont concernées. Ça s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité parfois. Parce qu'il parle de paix, parle de la lutte contre l'insécurité. Et il y avait une étude qui avait été élaborée par une ONG spécialisée, qui a ressorti que dans ces 2 communes, la Conakry sont les 2 communes les plus insécurisées. Cette rencontre de restitution permet d'évaluer les acquis et de mieux préparer les prochaines phases. Autre chose dans ce journal, la Turquie a commémoré ce vendredi le 2e anniversaire de la tentative de coup d'État qui visait le président Erdogan en 2015. La représentation diplomatique d'Ankara à Conakry a partagé ces moments de souvenir avec les autorités guinéennes. Des images du putsch manqué ont été projetées à cette occasion. Mariam Fodé Kamara et Ibrahima Sori Kamara. Cette commémoration a débuté par une minute de silence à la mémoire des martyrs turco-guinéens suivis des hymnes nationaux des 2 pays, ainsi que la projection des images de cet événement douloureux. Le peuple turc se souvient encore de cette tentative de coup d'État sanglant qui a fait plus de 200 morts. Comme vous avez pu le constater par les images que nous venons de visionner et les photos qui se trouvent autour de vous dans la salle, sur les murs de cette salle, ils n'ont pas hésité à utiliser la force militaire contre des civils innocents, tuant 251 et blessant des milliers de personnes. L'ambassadrice de la Turquie a remercié le président Alpha Condé et son gouvernement pour leur soutien pendant cette dure épreuve. Je saisis cette occasion pour réitérer mes vifs remerciements à son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée, ainsi qu'à son Excellence Monsieur le Premier ministre et tous les membres de votre gouvernement pour le soutien continu que vous nous avez témoigné durant cette rude épreuve. Le gouvernement guinéen s'est mobilisé pour partager ces douloureux souvenirs, ce qui prouve que la coopération turco-guinéenne se porte bien. Le Premier ministre n'a pas manqué de souligner la solidarité de la Guinée envers la Turquie. Nous sommes fiers, malgré cette triste réalité, de dire que la Turquie a donné au monde une leçon d'histoire. Je voudrais réitérer donc encore une fois la solidarité agissante de la Guinée envers la Turquie et me féliciter de bonnes relations de coopération, aussi bien les premiers pas de la TICA dans le développement de la Guinée et le raffermissement des relations d'affaires entre les 2 pays.
De retour à Conakry, la grande mosquée Faisal pourrait être enfin rénovée. Le secrétaire général des affaires religieuses vient de bénéficier d'un appui financier de l'Arabie Saoudite. Une entreprise locale est déjà saisie et engagée pour les travaux qui devraient durer 18 mois. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souma. La mosquée Faisal, bientôt en chantier. Une entreprise locale va s'occuper de sa rénovation. Le projet est financé par l'Arabie Saoudite à hauteur de 5 millions de dollars américains. Il y a eu un premier appel d'offres qui a eu lieu en 2014. Ça coïncidait à l'arrivée de l'Ebola. Donc ce premier appel d'offres a été annulé. Donc le deuxième appel d'offres a eu lieu en juillet 2016, où il y avait 8 entreprises qui avaient soumissionné. C'est parmi les 8 entreprises-là qu'il y a eu maintenant l'entreprise Julia et Frères qui a été choisie comme entreprise adjudicatrice du marché. La mosquée Faisal, qui a alimenté l'année dernière des débats dans la cité, de par sa vétusté, mais aussi des altercations enregistrées entre les autorités guinéennes, pourrait changer d'image. Pour cet autre projet, l'entreprise promet de réaliser les travaux dans 18 mois. C'est un défi qui nous a été lancé par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, on ne peut pas beaucoup parler parce que c'est un défi. Nous demandons le bon Dieu Tout-Puissant, Allah, qui nous aide à relever ce défi. On va tout restaurer, l'intérieur de la mosquée, la toiture, la devanture, tout ça sera restauré par la grâce de Tout-Puissant. Les premières phases du travaux consisteront à construire la mosquée dans son ensemble et construire un immeuble R+5 dont les revenus permettront de prendre en charge des dépenses de la mosquée. L'entreprise Jula a réitéré leur ferme volonté vraiment de respecter les clauses du contrat et j'espère que, Inch'Allah, nous allons voir cette grande mosquée comme nous la pensons, comme nous la pensons. Le projet est financé par le Royaume saoudien en vue de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Ailleurs dans le monde, le retour du tourisme à grande échelle, des dizaines de familles russes ou anglaises s'égaillent déjà entre les piscines et les plages de Tunis. 2018 s'annonce comme l'année du rebond pour le tourisme en Tunisie. Suivez. Soleil et plage de sable fin. La carte postale tunisienne reprend des couleurs. Après une forte baisse de la fréquentation suite aux attaques de 2015 au Bardo et à Sousse, les touristes sont de retour en nombre comparable à celui d'avant des attentats. Si on prend des références de 2014, alors on n'est pas encore aux chiffres et aux nuitées de 2014. Donc il y a reprise, oui en effet, mais reprise, il y a encore du chemin à faire. Amélioration de la sécurité, mais aussi d'évaluation de la monnaie locale, les principaux tours opérateurs sont de retour dans le pays. La destination a enregistré plus de 3 millions d'entrées au premier semestre 2018. Et la Tunisie reconquiert sa place dans les salons du voyage européen. Ça me coûte moins cher de passer 10 jours ici que 4 jours à Paris ou à Amsterdam. Ce n'est pas cher ici, tout est compris. Le tourisme est un moteur crucial de la croissance. Il représente 7% du PIB et une entrée précieuse en devises. Le secteur a multiplié les offres promotionnelles et conquis de nouveaux marchés, russes et chinois notamment. Les progressions des indicateurs du tourisme sont dues premièrement au retour de la sécurité et au contrôle de sécurité au sein des hôtels. Pour les 6 premiers mois de 2018, les recettes ont atteint quelques 430 millions d'euros. Mais cette embellie reste à la merci d'un incident sécuritaire comme celui qui a coûté la vie à 6 policiers début juillet à l'ouest du pays. La confiance reste fragile. Absent du mondial, le soccer américain poursuit son essor. Pour la première fois en 32 ans, la sélection américaine était absente de la Coupe du Monde. Pourtant, le football n'a jamais été aussi populaire aux États-Unis. Avec l'arrivée de Wayne Rooney et un nouveau stade, l'équipe de la capitale américaine, Washington DC, espère fidéliser un public et renforcer la visibilité de la Ligue nationale avant la Coupe du Monde 2026 qui se jouera en partie aux États-Unis. Un contrat de 3 ans et demi pour un grand nom du football européen. Avec Wayne Rooney, l'équipe de DC United, actuellement dernière du championnat national,
veut inverser la tendance. En attendant des résultats sur le terrain, les fans entrevoient déjà du changement dans les tribunes. Nous espérons attirer des supporters qui ne connaissaient pas forcément l'équipe avant et qui seront maintenant intéressés. Et pour attirer des supporters, Wayne Rooney joue déjà les ambassadeurs dans la capitale américaine en inaugurant le nouveau stade. Je suis ici pour gagner, pour aider cette équipe à aller de l'avant, pour gagner des titres. C'est mon travail et j'espère que dans quelques années, nous pourrons gagner un titre et écrire une page d'histoire dans ce merveilleux stade. Aux États-Unis, le nombre de téléspectateurs regardant le championnat national de football reste bien inférieur aux autres sports. 15 millions pour un match de NFL, 300 000 pour un match de MLS. Mais la fréquentation des stades, elle, ne cesse d'augmenter. Lors des tournois internationaux, l'audience est proche des autres sports de ligue majeure aux États-Unis. Mais il y a des semaines où les rencontres de MLS ne réunissent pas plus de téléspectateurs que la pétanque ou le bowling sur ESPN. Les États-Unis n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde cette année. Mais parmi les jeunes participants à ce stage, certains réfléchissent déjà à l'édition 2026 qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le football prend de plus en plus d'importance chaque année, surtout lorsqu'il y a des tournois comme la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. Mais la fièvre de la Coupe du Monde frappe tous les enfants. Nous avons ici des joueurs âgés de 9 et 10 ans qui parlent déjà de participer à cette Coupe du Monde dans 8 ans. Et les États-Unis pourraient bien avoir besoin de ces nouveaux talents pour jouer sa Coupe du Monde à domicile, car la FIFA doit encore décider si les 3 nations organisatrices seront automatiquement qualifiées. La boisson nationale polonaise, la vodka, a enfin son musée à Varsovie. Ses promoteurs cherchent à lui redonner du prestige à l'instar du whisky ou du cognac, mais se heurtent aux associations de lutte contre l'alcoolisme dans un pays où un habitant sur 10 a des problèmes liés à l'alcool. Un mariage en Pologne ne serait pas un vrai mariage sans vodka. On en trouve dans la plupart des fêtes populaires du pays, en particulier à la campagne. Et même si les Polonais consomment plus de bière, les producteurs de vodka n'ont pas à s'inquiéter. En Pologne, chaque habitant boit en moyenne l'équivalent d'environ 12 ou 13 litres d'alcool pur par an. En Europe, nous sommes sans aucun doute dans le peloton de tête dans cette catégorie. Mais parmi 38 millions d'habitants, un Polonais sur 10 a des problèmes d'alcool. Alors, au musée de la vodka polonaise, fraîchement ouvert à Varsovie, on veut éduquer les visiteurs avant de promouvoir la boisson. Utilisée en médecine au XVe siècle, puis comme monnaie d'échange sous le régime communiste, la vodka y est présentée comme une fierté nationale. La Pologne est le berceau de la vodka. C'est ici qu'on a appris à utiliser le procédé de distillation à l'aide d'un alambic. Ce n'est qu'un siècle plus tard que la vodka est arrivée en Russie. Le label vodka polonaise répond à des critères stricts établis par la loi. Tout le procédé de fabrication doit être fait en Pologne, de la culture des pommes de terre et des céréales à la distillation. Comme pour un vin, la saveur d'une vodka change en fonction des produits bruts utilisés et de l'année. La pomme de terre donne un goût plus fort et sucré, le seigle est plus léger et amer, tandis que le blé donne la vodka la plus douce. Je rêve qu'on considère la vodka polonaise dans le monde avec autant de respect et de reconnaissance que d'autres produits internationaux, comme le whisky, le cognac ou même le vin. Gagner en prestige sans aggraver le problème de l'alcoolisme, la tâche des producteurs de vodka n'est pas simple, surtout en Pologne où chaque occasion, joyeuse ou malheureuse, est bonne pour boire. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Le programme continue sur Espace TV. Au revoir.